Le mensonge, un phénomène très fréquent chez nous, les êtres humains. Peu importe la raison ou la manière, ornés ou non, nous mentons quotidiennement. Je vous donne raison sur ce point, chers opposants. Mais la question qui se pose est, faut-il mentir juste parce que c'est dans notre habitude de mentir? Certainement pas. Honorable galerie, respectueux membres du jury, opposants, bonjour. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur et une immense gratitude que je me tiens ici devant vous pour défendre une position qui pour moi est évidente et qui n'est autre que la vérité. Mal dite, certes, mais qui reste une vérité claire comme l'eau de roche. Or, nos chers opposants défendent le mensonge orné, qui hélas perdra toute la beauté que l'orné lui accorde pour redevenir à son état initial, fatal, un simple mensonge. En analysant de plus près ce phénomène humain qu'est le mensonge, j'ai pu constater que mentir est dû à deux principales raisons. La première est l'habitude, car quand on nous habitue à mentir dès notre plus jeune âge, et pour des raisons banales comme « réponds au téléphone et dis que je ne suis pas là », ou encore « j'espère que tu as raconté la version sur laquelle on s'était mis d'accord ». Le mensonge devient donc anodin. Voilà donc une position qui normalise la médiocrité. Et, chers opposants, croyez-vous vraiment qu'adopter un tel comportement est conforme aux principes et aux valeurs de notre cher établissement? Je vous laisse le soin d'y répondre dans vos prochaines interventions. Passons maintenant à la deuxième raison du mensonge, et qui est mentir pour un intérêt ou pour manipuler. Que ce soit en politique ou partout dans notre société, une stratégie très sournoise en effet. Et pour illustrer mes propos, je prends l'exemple d'une personne quelconque, monsieur ou madame X, que vous pouvez rencontrer au moins une fois dans votre vie, et qui utilise votre gentillesse et votre amabilité pour en tirer profit sans même vous rendre compte que ses intentions sont malveillantes. Cette personne va continuer à orner et à maquiller son mensonge jusqu'à ce qu'elle vous lave le cerveau et qu'elle devienne experte en matière de mensonge au point de lui attribuer un 20 sur 20 mention très bien en mensonge orné. Et résultat, un homme avec un grand H libre dans la nature qui détruira la vie de toutes les personnes qui auront le malheur de croiser son chemin. N'avez-vous donc pas marre des mensonges ? N'avez-vous donc pas marre de mentir pour impressionner, pour donner cette image de vous? N'avez-vous donc pas marre d'être trompé et trahi? Car n'oubliez pas, quand vous dites que le mensonge orné vaut mieux que la vérité mal dite, cette règle s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez être le menteur, mais demain, vous pouvez être la victime. Un mensonge ne trompe bien que celui qui le fait. Et s'il vous plaît, chers opposants, arrêtez de persuader cette audience par des arguments qui n'ont ni queue ni tête. Affirmer qu'il faut mentir pour éviter la gêne ou pour éviter de blesser ne montre absolument pas que vous êtes de bonnes personnes. Et la flatterie que vous utilisez comme forme de mensonge n'est que de l'hypocrisie pure et dure. N'oubliez pas que les mensonges sont éphémères, mais la vérité, elle est éternelle. Plus vous mentez, plus la vérité sera dure et amère. Robert Sabatier a dit un jour, le mensonge, pour être cru, doit se déguiser en vérité, et c'est là sa limite. Merci. Alors, avant de procéder avec ce merveilleux débat, je tiens à faire préciser à nos très chers opposants que nous ne mentons pas parce que vous appelez habitude ou plaisir, mais nous mentons par nécessité. Et je vous demanderai de faire preuve d'un peu de patience, car cela s'éclaircira bientôt pour vous. Par cette frigide matinée d'hiver, alors que le froid semble s'être proclamé seigneur de ces terres, deux partis, depuis longtemps ennemis, après une énième querelle où le sang a fusé et où l'honneur et la dignité ont été traînés dans la poussière. L'un d'eux, lassé de cette guerre proclamée qui ne semble jamais connaître de fin, décida de mêler dame justice à l'affaire. Cette dernière, étant quelqu'un d'assez occupé, dut léguer l'affaire à l'une de ses cours, où droiture, équité et intégrité sont seul mot d'ordre. Ce qui nous amène à la situation présente.
Car moi, en tant que première présidente, accompagnée de monsieur le procureur, de précieux témoins et bien sûr sans oublier nos très chers avocats, assistons aujourd'hui au procès, accusant la vérité des crimes suivants. Médisance, diffamation, mais surtout d'un égocentrisme qui fait que cette dernière déclare être supérieure, avoir bien plus de valeur que le mensonge. Bien sûr, et cela est établi, nous sommes ici pour dire que bien... Nous sommes ici en présence de des personnes honorables, en présence de personnes d'honneur. Je couperai donc court à toute digression, car mon devoir et ma position ne me le permettraient pas. Ceci étant dit, nous pouvons procéder. Voici les faits. La vérité et le mensonge ont longtemps cohabité, chacun cherchant désespérément à s'accaparer l'attention de l'homme. Pour ce faire, le mensonge décida de s'orner. La vérité, elle, se mise à nu, exposant toute sa brutalité et sa rudesse. Le mensonge nous offrit bien des échappatoires dans des situations délicates. La vérité, elle, dans toute sa corpulence et sa forme grossière, ne nous facilitait jamais la tâche. Le mensonge ménageait les esprits fragiles et nous tirait de bien des mauvais pas. La vérité, elle, ne semblait causer que des tracas. Bien sûr, et cela je l'accorde, bien des personnes, durant notre plus tendre enfance, nous ont répété plus de fois qu'il n'est appréciable que la vérité est une vertu, que celle-ci apaise l'âme et soulage la conscience. Chose que je trouverais crédible si cela était réellement désiré par l'homme. Car si nous décidons de délaisser cette facette éphémère que tout individu se doit de montrer au reste du monde, si nous osons révéler notre être, accompagné de toutes ses imperfections, de tous ses vices et de tous ses désirs égoïstes, qui ici pourrait s'encombrer de vérités poignantes, acèbres et encombrantes? Qui ici pourrait déclarer n'accorder aucune importance à des faits qui, sans tact ni ménagement, nous poussent à nous voir réellement, nous ces êtres imparfaits et vulnérables? Bien sûr, cela est établi depuis maintenant des générations. Nous avons toujours préféré. Nous préférons et nous continuerons à préférer les non-vérités badigeonnées de miel et de sucre aux vérités froides, amères et rebutantes. Ceci est l'homme dans toute sa glorieuse histoire. Et bien sûr, et à présent, je laisserai la barre à nos très chers avocats, car il n'est que justice d'accorder à l'accusé le droit de se défendre. Et ce, même si les actions pèsent bien plus lourd que les mots. Merci. Le mensonge véritable proféré installe dans l'âme de celui que l'on trompe l'ignorance et l'erreur. Mesdames et messieurs, je suis ravie de me tenir ici devant vous pour défendre des propos clairs et sans ambiguïté. Emmanuel Kant, philosophe qui est tout à fait contre le mensonge, il le compte comme interdit dans l'absolu. Pour lui, le mensonge disqualifie la source du droit. On peut expliquer cela en disant, si un jour il vous arrive de mentir à quelqu'un et il découvre que vous avez menti, il sera en droit de croire que vous pouvez lui mentir à chaque moment. Donc, il y aura abolition de la confiance dans notre société. Prenons une situation n'importe laquelle. Vous êtes dans une chambre, et il y a une personne dangereuse et recherchée qui rentre chez vous, et quelques minutes après, la police rentre et vous demande si quelqu'un est rentré chez vous. Vous avez deux possibilités de réponse, soit mentir, soit dire la vérité. Si vous mentez, vous disqualifiez la source du droit. Si vous dites la vérité, vous ne disqualifiez pas la source du droit. Si vous dites la vérité, vous ne disqualifiez pas la source du droit. Et comme dit Kant, dans tous les cas, vous aurez été dans la moralité, qui vient dans les conséquences, et non pas, qui vient dans l'intention et non pas dans les conséquences. Et bien sûr, le mensonge a ses propres conséquences. On peut prendre par exemple la conséquence imprévisible. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Imaginez, vous n'avez plus qu'un point de permis. Et là, vous faites flasher. Et vous avez la merveilleuse idée de demander à votre mère de dire que c'est elle qui conduisait. Oui, on peut dire que c'est gentil mensonge. Mais la semaine prochaine, vous avez un accident. On peut dire que parfois ça se passe bien,
mais il vaut mieux rester en dehors des responsabilités. Merci. Les menteurs les plus dangereux sont ceux qui pensent dire la vérité. Madame la Présidente, cher auditoire, honorable jury, chers avocats, bonjour. C'est avec un immense et grand plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous, derrière ce pupitre ample et majestueux. On vous a toujours dit qu'un jour ou l'autre, vous prendrez votre envol. On est toujours comparé à des aigles, ces grands oiseaux de proie, diurnes au bec crochu. Mais ce que je crains, c'est que ce genre de personnes adeptes d'un système de croyances superficielles et douteux, réels et fallacieux, ressemblant aux personnes assises à ma gauche, vous coupent les ailes, en vous dirigeant vers le côté obscur et vous guident vers la mauvaise piste. Alors maintenant que j'ai votre attention, je vous demander de laisser place à votre imagination et de sortir du cadre juridique pour entrer dans un monde unique en son genre. Un monde constitué de blouses blanches, de lits, de maladies, de souffrances, mais aussi de l'humanisme. Comme vous l'avez deviné, bienvenue dans le monde de la médecine. Alors je me présente, je suis André Fabrix, docteur spécialisé en oncologie. C'est une branche qui traite les différents types de cancers, soit par chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie. Bref, revenons donc à mon métier. Ce matin, je reçois le dossier d'un patient qui est atteint d'un cancer de poumon dans un stade très avancé et dont les chances de survie sont infiniment réduites. Le jour même, je reçois la visite de ce même patient qui attend impatiemment mon diagnostic. Que me proposez-vous de faire? Lui annoncer le fait qu'il a un cancer mortel? Lui signifier son arrêt en mort? Lui annoncer que bientôt il laissera sa femme, ses enfants, ses parents et ses proches pour sombrer dans le néant? Eh ben non. Croyez-moi, si je lui annonce cette nouvelle, son espérance en survie se réduira à zéro. Il pourra même ne pas en supporter le choc et mourir suite à une crise cardiaque. Vous savez pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il a perdu l'espoir. Car si l'espoir fait vivre, le désespoir tue. La vérité cruelle et implacable anéantit notre droit naturel à l'espoir et provoque la désespérance. La vérité cruelle qui ne peut être supportée n'est pas à dire. Elle perd ses droits quand elle s'identifie à l'insupportable fatalité. Chers avocats, choisir de révéler une vérité fatale et intenable est une prise de risque et une grande responsabilité, autant pour celui qui l'énonce que pour celui qui l'entend. La vérité révélée provoque une position de vulnérabilité, une part de nous qui va nous dévaloriser aux yeux des autres, qui peut détruire la vie de cette personne et celle de son entourage, ou même la vôtre, chers avocats. Bien ayant énoncé ces faits, je vous demandais, cher auditoire, de visualiser la situation suivante. Par une belle après-midi, alors que le beau temps serait presque une cruelle mise en scène de la part du destin. Un décor âpre pour la scène d'une pièce de théâtre sadique dont vous êtes la star incontestée. Car voyez-vous, on vous a chargé, ou plutôt votre conscience vous a chargé de délivrer la plus atroce, la plus poignante, la plus déchirante nouvelle à une personne ayant souffert et à présent aussi fragile que le plus délicat cristal et que le moindre mouvement brusque peut facilement briser. On vous a toujours répété que la vérité est une délivrance, que peu importe les conséquences, vous avez fait le bon choix. C'est pour ça, dans cet esprit bien charitable, vous avez étalé les faits avec une honnêteté aussi brutale que grotesque, chose qui vous a conduit à présent devant le cercueil en bas de cette personne à qui vous avez révélé les faits. Que dis-je? La personne que vous avez tuée, la personne que vous avez placée dans ce maudit cercueil, dont l'image sera à présent à jamais gravée dans votre esprit, que ni les vents du pardon ou les cours grandants du temps ne pourront effacer. Simplement votre conscience ne vous le permettra jamais. Merci. Avant de commencer, j'aimerais rebondir sur ce que nos chers opposants ont dit. Légitimer le mensonge et mentir par nécessité, vous dites. Agréablement drôle, qui vous oblige et qui est à votre poursuite. Vous vous accusez d'hypocrite, nous rime. Ainsi qu'un tel propos que la vérité qui cause des tracs, donc vous suggérez qu'il faut sombrer dans le mensonge. Tout simplement parce que vous trouvez la vérité si dure à avaler et à l'accepter. Bon. Notre question du jour est: est-il nécessaire de passer par le biais du mensonge pour aboutir à son objectif, à sa paix? Cette question, dont la réponse est évidente, mais je vous laisse quand même un peu de temps pour réfléchir. Mesdames et messieurs, honorables jurys, adversaires, bonjour.
Je me trouve aujourd'hui derrière ce pupitre pour débattre un sujet assez perplexe, un sujet à dominance philosophique et à grande réflexion. Mensonge orné vaut mieux qu'une vérité maldite. Ce proverbe libanais qui est lui-même un mensonge pour nous induire en erreur. Ce proverbe qui renferme une antithèse aussi absurde qu'inquiétante. Mensonge et vérité. Mes camarades et moi ont l'objectif le plus ultime, qui est de défendre la démocratie, la liberté et la vérité, à l'encontre de nos chers opposants qui défendent le manque de confiance, la faiblesse et le mensonge. Il est vrai qu'il est toujours facile de mentir que de dire la vérité. Il est facile de fuir que de faire face. Il est facile de trahir que de rester fidèle. Mais comme le savons tous, il est toujours facile de faire du mal que de faire du bien. Et le bonheur réside toujours par la difficulté. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mensonge et les faux propos sont devenus acceptables, donnant l'illusion du bonheur, comme nos chers opposants le font, n'est-ce pas? L'hypocrisie est devenue les meilleurs de leurs habits. Déjà, je vais vous poser une question. Comment pouvez-vous sous-estimer l'être humain de telles faiblesses? Vous n'en faites pas partie? Le sous-estimer en considérant qu'il est une créature faible, qui ne peut même pas affronter la vérité. Donc on doit créer ce tout petit mensonge orné et bien maquillé pour qu'il puisse survivre. En fait, opposant la superficialité de vos croyances vous mène à un exercice solitaire, puisque le mensonge remet en cause la dignité d'autrui. Donc, ce que vous faites, chers partisans de la tromperie et la trahison, est encourager la manipulation. Et tout cela pourquoi votre égoïsme vous pousse à abuser de la naïveté de l'autre, tout cela pour combler le manque d'attention de votre personnalité aussi importante, pour vous, bien sûr. Comme dit le neuroscientifique Sam Harris, le mensonge n'a souvent aucune utilité, comme au moral. Comme le dit le neuroscientifique Sam Harris, le mensonge n'a souvent aucune utilité, alors que la vérité fait du bien au cerveau comme au moral. Comme vous l'avez tous compris, il n'y a pas de mensonge blanc ou de mensonge orné. Il n'y a que le mensonge, et celui-ci ne doit jamais être tolérable. Et si on va un peu plus loin, on réalisera que la vérité toujours finit par percer. Car si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Mais c'est vrai que la vérité prend toujours du temps, mais finit toujours par apparaître. Alors, pensez-vous toujours que ce mensonge qui réconforte puis détruit vaut mieux qu'une vérité qui fait mal, mais réconforte? Merci. Selon Dan Ariely, professeur de psychologie à l'université Duke, beaucoup d'entre nous sont gênés et notre confiance en soi serait ébranlée si le mensonge n'existait pas. Bon, je dois avouer, chers opposants, que je suis surprise par vos propos qui se disent en faveur de la vérité et la défendent et qui, par la plus délicieuse des ironies, sont infestés par cette chose qui selon vous, serait infâme mais vile. Cette chose qui devrait être éradiquée, pas seulement de la société, mais du comportement humain. Honorable jury, chère audience, chers avocats, bonjour. Même si la réponse à la question abordée aujourd'hui paraît tellement rationnelle, apparemment, vous n'avez pas su bien l'assimiler. Il vous aurait suffi de bien lire le sujet pour y parvenir. Mais nous sommes là, mes camarades et moi, pour vous aider à clarifier votre vue et à dissiper le brouillard qui embue vos esprits confus. Votre honneur, monsieur le procureur, chers confrères, j'ai été appelée devant cette cour pour vous présenter mon témoignage. Car en tant qu'experte dans mon domaine, je suis ici pour vous exposer les nombreuses situations et motivations qui poussent l'être humain, cet être complexe, à mentir. Mentir est un comportement normal et souvent nécessaire. Un enfant apprend à mentir dès l'âge de 3 ans. Et on ne peut pas lui en vouloir car nous sommes les artisans de sa tendance à mentir. Permettez-moi, chère audience, de vous raconter une petite histoire. Un petit garçon de ma famille, âgé de 6 ans, a déclaré à sa grand-mère « Ma mère, elle ne t'aime pas !» Scandale dans la famille. Aurait-il dû mentir et dire « Ma mère t'aime beaucoup ?» Il serait alors passé pour manipulateur ou hypocrite. Le mieux aurait été de ne rien dire. Mais c'est difficile à 6 ans de tenir sa langue.
Si on ment, on peut se sortir d'une situation embarrassante ou éviter une conséquence désastreuse. Alors que si on dit la vérité, on devra inévitablement faire face aux conséquences. Tout cela vient du fait que nous confondons et mettons sur le même point plusieurs sortes de mensonges. Des mensonges anodins et préservant la paix sociale, et des mensonges plus graves, dont le but est de tromper l'autre. Ainsi, il nous arrive de mentir. Par omission, c'est le mensonge qui n'en est presque pas un. On évite de dire quelque chose qui pourrait ennuyer, blesser ou procurer du désagrément à soi ou aux autres. Par politesse, c'est le mensonge diplomatique. On trouve une bonne excuse pour décliner une invitation, ne pas répondre à une réponse. On dit le contraire de ce que l'on pense pour ne pas choquer. On peut même mentir par protection. Le gouvernement ment pour protéger la sécurité et la paix du peuple, notamment dans les situations d'épidémie, des crises socio-économiques ou autres. Lors de la confrontation avec une vérité gauchement présentée, certaines personnes éprouvent un stress qui peut être intense. D'autres font l'expérience d'une blessure traumatique, d'une blessure psychique, que l'on appelle traumatisme psychique. Les rêves, les pensées sont envahis par certains aspects, des événements traumatiques, les sons, les sensations, les images, etc. Tout cela reproduit chaque fois la même détresse que lorsque la vérité choquante a été annoncée. Chez certains, les symptômes vont diminuer progressivement. Chez d'autres, ils vont persister, voire augmenter. Et chez d'autres, ils vont ressurgir alors qu'on les croyait résorbés. Tout cela, chère audience, démontre qu'une vérité mal dite a plus d'inconvénients que d'avantages. Je vous laisse à présent au bon soin du procureur qui vous présentera faits et preuves qui, j'en suis sûre, vous laisseront béats, mais aussi douteux quant au plaidoyer candide et enfantin de nos chers avocats ici présents. Merci. Chers opposants, mes oreilles ont cru entendre un propos qui, ma foi, m'a effrayée. En médecine, vous dites qu'on est censé cacher la véritable maladie de son patient pour ne point l'enfoncer. Ce n'est plus un docteur dans ce cas-là, un domaine qui consiste à trouver la raison du malade. Il est donc préférable, vous dites, de le lui cacher et le laisser mourir paisiblement en pensant qu'il n'est pas atteint gravement. Faites attention à ce que vous dites. Et si nous discutions statistiques, ainsi que le mensonge au cœur de la société, au cœur de la science? La perpétuation du mensonge, en effet, mesdames et messieurs, nuit à la santé mentale de celui qui en fait souvent usage. Je vous contextualise la situation. Savez-vous que lorsqu'on ment fréquemment, notre cerveau s'y habitue et a souvent recours au mensonge au point de ne plus pouvoir s'en passer? Et à force de mentir, on se noie dans nos fourberies et finit éventuellement par y croire. C'est ce qu'on appelle en psychologie la déréalisation. C'est le fait de ne plus différencier entre ce qui est réel et irréel. D'après mes recherches et une analyse approchée de notre société, j'ai pu constater que les principales raisons pour lesquelles on ment sont dues à la peur. On a peur de ne pas répondre aux attentes, des situations, d'une réalité. On a peur. La peur est la source du mensonge. Peut-être que l'on ressent après avoir menti un certain plaisir éphémère, un soulagement de ne pas avoir révélé la réalité. Mais en réalité, je suis sûre que vous sentez tous un minimum de culpabilité, de responsabilité sociale, d'anxiété, la volonté de vouloir fuir certaines situations ou certaines personnes, la réalisation que le temps consacré au mensonge est du temps perdu. Le mensonge, en effet, mesdames et messieurs, est quelque chose qui nous consume de l'intérieur et aboutit à diverses conséquences sur nos relations avec les autres, mais aussi principalement nos relations avec nous-mêmes. La réalité se déforme et nous finissons par nous construire en tant que personnes sur une identité qui est fausse. Si j'ai bien compris, nos opposants ont bien expliqué que le mensonge a des avantages indéniables pour nous sortir de certaines situations quotidiennes difficiles, soi-disant. Peut-être.
Mais ce n'en est pas moins un acte de lâcheté et une solution de facilité. D'ailleurs, il y a une grande différence entre l'honnêteté et la méchanceté. On peut très bien établir une vérité tout en choisissant ses mots, tout en ne pas étant méchant. Il s'agit de là savoir utiliser ces mots. Établir une vérité sans être méchant. Une vérité reste une vérité et une insulte reste une insulte. Merci de prendre ça en considération et de revoir vos propos. Merci. En écoutant votre intervention, mademoiselle Touchlift, dans laquelle vous présentez la vérité comme étant le bien et le mensonge le mal, ça ne met en évidence que votre vision manichéenne et remet en avant votre incompréhension du sujet. Il y a plus de 2400 ans, la Grèce était un environnement révolutionnaire, un terrain fertile de la pensée, un cadre idéal pour la réflexion où érudits, philosophes, scientifiques ou simples citoyens se posaient des questions sur la nature de l'homme, ses origines et sa place dans le système solaire. Mais deux courants se démarquent alors dans ce foisonnement d'idées. Deux philosophies opposées se rencontrent. Deux idéologies bien distinctes aux pensées divergentes se contrarient. L'une ne jurait que par la vérité, alors que l'autre ignorait volontairement son existence. Il y a donc plus de 2400 ans, les sophistes étaient confrontés aux philosophes de Socrate. Chère audience, honorable jury, madame la juge, mesdames les avocates, bien le bonjour. Vous êtes sûrement en train de vous dire que monsieur le procureur était devenu fou, à parler de philosophes datant de moins 400 en plein procès. Eh bien, je vous dirais que c'est relatif. Relatif à vos valeurs, à vos standards, à vos croyances et à vos origines. En effet, selon le principe de relativisme dont les sophistes sont les adeptes, tout est question de point de vue, tout est relatif, y compris la vérité elle-même. En effet, cette vérité n'existe pas réellement, ou du moins pas telle que vous semblez la définir, chers avocats. La vérité est un concept purement subjectif. Pour prouver cela, il suffirait de ramener un daltonien sur scène. Là où vous et moi verrons du bleu, cette personne verra du vert. Là où nous verrons du rose, elle verra peut-être du marron. Or, quelqu'un dit forcément la vérité, n'est-ce pas? C'est soit bleu, soit vert, soit rose, soit marron, soit mensonge, soit vérité. Hélas, personne n'a menti. Chacun a simplement énoncé sa version des faits, sa propre vérité, selon ses propres référentiels et ses propres paramètres. C'est là toute la finesse du relativisme. Pour ceux qui n'auraient pas bien suivi mon discours ou qui auraient toujours le doute, je ne suis pas l'auteur de ce concept. J'ai beau être un procureur de renom, je ne suis pas sophiste, encore moins philosophe. Mais je ne manque pas de bon sens et je suis capable de reconnaître la sagesse quand j'ai le bonheur de la rencontrer. Le relativisme, cher maître, est un courant philosophique provenant de la Grèce classique datant d'environ 24 siècles. Oui, mesdames et messieurs, voilà 24 siècles qu'on discute la vérité. Voilà 24 siècles qu'on remet votre position en cause. Vous qui clamez haut et fort qu'une vérité mal dite vaut mieux qu'un mensonge bien structuré. Pourquoi donc? Pourquoi une vérité subjective et donc une vérité contingente, accidentelle, particulière et relative, et qui plus est, mal dite, vaudrait mieux qu'un mensonge orné? Permettez-moi d'illustrer mes propos par une anecdote personnelle. Il y a quelques mois de cela, durant l'une de nos soirées amicales, notre conversation tourne au vinaigre après une blague qu'un ami a mal pris. Le lendemain, on a vite fait de me reprocher ma petite blague en me disant que j'étais fautif, de façon violente, crue et directe. Or, selon moi, je n'estimais pas que j'avais fait quelque chose de mal. Et en tant que relativiste, je me suis mis à analyser la situation. Est-ce la vérité qui me disait? Et je répondais systématiquement à moi-même. Oui, c'était leur vérité, pas la tienne, qui a été pervertie par leurs valeurs et leurs pensées, pas les tiennes. Cette expérience personnelle me permet de mettre en évidence, que dis-je, remettre en évidence la véracité de mes propos. Pourquoi cette vérité qui n'est même pas mienne, dite sur un ton désapprobateur et une violence non dissimulée, vaudrait mieux qu'un mensonge orné, qui au meilleur des cas réglerait le problème et au pire des cas ne changerait rien à la situation. Après cette harangue, et après avoir écouté vos propos, chers avocats, qui ne consistaient franchement qu'à prendre des détours pour contourner le sujet initial, c'est devant ce tribunal
devant Madame la juge et dans cette ambiance de justice, parsemée de mauvaise foi et d'un parti franchement récalcitrant que j'annonce l'engagement de poursuite en défaveur de nos opposants ici présents. Merci beaucoup. Merci. Avant de commencer, mademoiselle Mjadli, vous dites que le mensonge est normal. Mais je pense que vous n'avez pas fait attention à ma première intervention dans laquelle j'affirme clairement que le mensonge est médiocre et qu'il ne faut pas le normaliser. Je vous demande donc, chers opposants, de faire attention à vos propos. Et, monsieur Badawi, je vous rappelle que la vérité est objective et qu'elle est différente de la sincérité, qui, elle, est subjective. Vous faites une lecture myope du sujet. Mais bon, passons. J'aimerais avant tout adresser mes félicitations à nos chers opposants pour le mal qu'ils se sont donné durant ce débat. Tous ces exemples, toutes ces exceptions, toutes ces excuses qui défendent un comportement aussi médiocre qu'est le mensonge. Franchement, je vous tire mon chapeau pour vos talents d'acteur et votre imagination débordante. Tout ce talent, ma foi, doit être exploité dans un film ou dans une pièce de théâtre. Mais dans un débat, plus sérieusement, les compétences recherchées sont plus reliées au raisonnement et à la logique. Car, je suis désolée, mais vous utilisez des exemples qui font l'exception, qui sortent de l'ordinaire, et vous en faites une règle générale. Sans oublier les arguments que vous donnez, malgré le fait qu'on a donné des contre-arguments qui montrent clairement que votre thèse est trompeuse, puisqu'elle est basée sur le mensonge orné, qui, je rappelle, est cause de malheur, de tromperie, de trahison, d'adversité, de fourberie, d'hypocrisie, et j'en passe. Et que nous défendons la vérité, l'honnêteté et la clarté. La vérité n'est ni une croyance, ni un désir, ni même une opinion. La vérité, c'est la réalité, si difficile et terrible soit-elle. La vérité, c'est votre ami qui ne vous trahira jamais. Aucun mensonge ne peut à jamais occulter la vérité. Elle n'a qu'un seul visage qui finira toujours par être éclairé. Alors, je vous demande à vous, chère assemblée, de faire le bon choix, de choisir la voie de la droiture et de l'objectivité. Et je vous demande à vous, chers opposants, d'abandonner ces idées mensongères, fourbes et sournoises. Car il n'existe que deux cas, deux choix et deux opinions. Soit vous dites la vérité dès le début, vous dépassez le problème et vous passez à autre chose, ou vous mentez, vous ornez votre mensonge et vous restez dans ce cercle vicieux jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Mais ne vous attendez jamais à ce que la vérité s'efface pour toujours. Merci. Alors, premièrement, j'aimerais revenir sur un point extrêmement intéressant. Vous avez dit que mentir est un acte que nous commettons tous les jours. Et vous disiez également qu'il ne faut pas le normaliser. Alors je dirais que vous êtes hypocrite et couard. Car qui ici pourrait prétendre dire la vérité tous les jours, 24 heures sur 24 et sans interruption? Puis je vous demanderai de faire preuve de plus d'attention. Car nous ne discutons pas l'humeur et l'espoir. L'humeur du patient, mais plutôt l'espoir auquel celui-ci se raccroche, quand il est exposé à la réalité dure et froide que celui-ci mourra bientôt. Nous ne voulons pas lui faire de la peine, nous voulons le sauver. Bien. Ceci étant dit, cher auditoire, durant l'audience, nous avons entendu réquisitoires et plaidoiries, témoignages et inculpations, accusations forcenées et présomptions d'innocence. Nous avons entendu des questions telles que pourquoi mentir, mais aussi pourquoi dire la vérité. Nous avons entendu des termes tels que relativisme, péchés et vertus. Et je dois avouer que, puisque nous sommes ici en train de discuter tout cela, nous sommes en train de discuter également la vérité maldite et le mensonge orné, qui, ne l'oublions pas, sont deux variables qui nous poussent à adopter une certaine délicatesse lors du traitement d'une telle affaire. Et une question taraude mon esprit depuis un moment déjà. Ne serions-nous pas en train de discuter une énième version du débat constant tournant autour des notions du bien et du mal? Ne serions-nous pas en train de discuter qui, de la vérité ou du mensonge, causerait le plus de dégâts et ferait le plus de tort?
Bien sûr, cela s'évalue sur bien des niveaux. Car, si nous prenons la vérité, bien des personnes s'accorderaient pour dire que celle-ci brise l'espoir, détruit l'optimisme et est l'ennemi juré de l'espérance. Elle irradie l'antipathie, l'animosité et l'hostilité, et est contraire à toute règle de bienséance. Le mensonge, lui, nous est bien utile, car ce serait mentir. Quand un enfant encore pur et innocent, baignant dans l'insouciance, vous demande « Mais où est donc cette personne, cet être cher qui, malheureusement, n'est plus ?» Et que vous répondez que cette personne est à présent haut dans le ciel et non 6 pieds sous terre pour être rangée par les vers. Car ce serait mentir quand un ami ou un proche décide de faire l'effort de vous faire à manger, mais que ce plat est tout juste à la limite du comestible. Vous répondez tout de même que vous n'avez jamais rien eu de meilleur. Car ce serait mentir quand un ami, brisé par les épreuves de la vie, se tourne vers vous en quête de réconfort, en quête d'un soupçon d'espoir auquel se raccrocher, en quête de cette fameuse phrase « Tout ira bien ». Mais cela, tout ira bien, vous n'en avez aucune idée. Vous répondez tout de même que tout ira bien en effet, que les choses finiront toujours par s'arranger. Cela serait mentir. Mais mentir pour faire quoi? Pour préserver l'espoir, pour entretenir ce semblant de paix qui semble si frêle et si fragile. Et si cela est mal, si voir la beauté du mensonge et la laideur de la vérité fait de moi un piètre personnage, eh bien, soit qu'il en soit ainsi. Mais je me dois tout de même d'adresser un dernier message. La vérité blesse, froisse et enrage. Et se faire des ennemis dans un monde où le danger est déjà partout, eh bien, je ne qualifierai pas cela de très sage. Merci. Je crois que vous êtes en train de vous contredire. La position qui défend l'hypocrisie est clairement la vôtre et pas la nôtre. Des propos choquants, une vision si normalisée du mensonge de votre part que j'en aurais peur d'être de votre entourage. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Laissez-moi vous raconter mon histoire. À vous, mesdames et messieurs, honorables membres du jury et chers opposants. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, le sang chaud, les pieds fermes, le menton bien haut, mes rêves enterrés et ma rage déterrée. Aujourd'hui, je vous raconterai mon histoire. Après 17 longues années d'existence, je réalise que ma vie, 1 décennie et demie, n'est qu'un simple mensonge monté de toutes pièces. Je suis adoptée et personne ne m'en a fait part durant toutes ces années jusqu'à ce que je le découvre. Maman, papa, ou plutôt, chers inconnus, pourquoi une mythomanie pareille? Pourquoi une trahison ainsi? Pourquoi cette lame si glaciale et douloureuse bien droite dans le dos, ou plutôt cette épée de Damoclès? Votre amour envers moi n'était pas assez pour me dire la vérité? Ah, je n'en valais pas la peine. Une vérité qui aurait peut-être fruste à établir, a finalement brisé et assommé une vie en 1000 morceaux. Je me sens tel un astre perdu dans l'espace, un astre irrécupérable. Si on a pu me mentir sur un mensonge aussi gros que mon identité, qu'a peut-on pu me cacher d'autre? Un mur s'est construit entre nous, chers parents. La confiance s'est évaporée, l'amour s'est subitement transformé en haine. Et la vie que je pensais avoir s'est échappée à la vitesse d'une étoile filante. Que me reste-t-il? Qui aurait cru que mon destin était un choix entre l'honnêteté et l'hypocrisie? Injuste que ce choix ne me soit pas revenu et qu'il ait été entre les mains de personnes qui me répétaient maintes fois de ne pas mentir. Pour au final, une déloyauté pareille, je peux t'affirmer que ma plaie est grande ouverte. Et la coudre aurait suffi la simple abolition du mensonge. Quel qu'il soit, maquillé, orné, réconfortant, peu importe le nombre de couches d'hypocrisie, rien ne maquille la véritable identité monstrueuse de ce dernier. On a beau dissimuler une dépouille, la pulvériser de parfum autant que possible. Sa puanteur en ressort toujours. C'en est valable pour le mensonge, mesdames et messieurs. Vouloir embellir un mensonge dans l'espoir de ne pas être découvert révèle un grand manque de principe. Cette société dans laquelle nous cohabitons me fait froid dans le dos, mesdames et messieurs, et m'écœure d'une puissance écœurante. Mais vous, chers opposants, me faites encore plus peur d'avoir l'audace et le cœur gras de défendre une position comme celle-ci. Je suis sûre que si vous étiez ceux à qui on l'en ment et trahi, vous ne serez certainement pas ici en train de proclamer cela. Il
Y en a-t-il ici parmi vous dans cette salle qui se pose la question entre beaux mensonges réconfortants ou vérités blessantes? Sérieusement? Vous vous posez la question? Nous qui vivons déjà dans ce monde complètement noyé d'hypocrisie, de personnes tartuffes qui trouvent plaisir à leurrer ceux qui leur ont accordé grande confiance. Comment faire en sorte d'améliorer ce monde qui est sur le point de perdre ses étincelles? Vous me dites que c'est en embellissant un mensonge? Voici l'anecdote du jour, mesdames, ou plutôt l'alarme de trop. Nous tenons à peine sur ce monde complètement vacillant. À quoi bon l'encourager en mensonge? Oui, mais encourageant la société à mentir, et à sombrer dans leurs mensonges et finir par y croire éventuellement, parce que être doté d'une goutte de maturité et de bienfaisance en établissant une vérité est blessant. Je vous perçois comme ça, chers opposants. Cessez de chinoiser. Oui, la vérité peut être blessante, mais la découverte d'un mensonge l'est encore plus. Je préfère largement être honnête, établir une vérité telle qu'elle est, plutôt que d'être une énorme mythomane, au sourire aux lèvres fière d'avoir réussi mon mensonge. Et pour en finir sur une dernière note, j'aimerais clarifier qu'un mensonge n'est jamais innocent. Et le pire mensonge est de se mentir à soi-même en proclamant qu'un mensonge orné vaut mieux qu'une vérité mal dite. Merci.